Et bonjour, merci d'être toujours avec nous pour cette deuxième journée de Bourse Live. On continue bien sûr sur notre thématique de l'Europe. On se demande si c'est le bon moment pour investir en Europe et si oui, quelles sont les façons de le faire. Et bien sûr, on a beaucoup parlé de sociétés cotées sur le plateau de Boursorama, ça ne va pas être une surprise. Mais qu'en est-il de toutes ces autres entreprises, petites et moyennes et même parfois de grande taille qui ne sont pas forcément en bourse? Comment financer leur développement, leur croissance? Est-ce que c'est aussi une bonne opportunité d'investissement? Là aussi, est-ce qu'il y aura une sorte de moment européen? Si oui, comment faire finalement pour investir? Autant de sujets sur lesquels je vais aller chercher l'expertise de mes deux invités du jour. Jean-Michel Icre, directeur d'investissement chez Vatel Capital. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Laurent. Et Christophe Bavière, coprésident d'Eurazeo. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Justement, l'économie réelle, il va falloir qu'on explique ce que c'est et peut-être une bonne façon de le faire, d'introduire ça, c'est de présenter les sociétés que vous représentez aujourd'hui. On peut commencer par Eurazeo. Christophe, moi j'ai un chiffre en tête, c'est quoi? C'est plus de 30 milliards d'euros d'actifs? Oui, pas loin de 40, on est à 37 milliards d'euros pour sous gestion. Donc aujourd'hui, nous on est un fonds d'investissement qui ne fait que financer, ce dont on va parler aujourd'hui, des entreprises européennes non cotées. Oui. Donc on les fait à tous les états de développement, on les fait quand elles sont très jeunes, ça s'appelle le venture capital. On fait aussi du gros equity lorsqu'elles sont un petit peu plus grosses, on fait de la PME, on fait de l'ETI, on fait des tas de stratégies, on les fait en dette, on les fait en infrastructure. Et donc en tout, nous finançons tout le cycle des entreprises en Europe, des entreprises non cotées en Europe. Voilà, tout le cycle des entreprises. Vatel Capital peut-être un petit peu plus connu parce qu'on se retrouve chaque année, notamment Jean-Michel, pour parler des produits. Mais l'occasion de rappeler, voilà, société de gestion indépendante française. Tout à fait, créée en 2008, qui est spécialisée dans l'investissement dans les PME cotées et non cotées, plutôt sur le segment du capital développement, et qui investit aussi dans les actifs tangibles, les terres agricoles, les forêts et les petites infrastructures d'énergie renouvelable. Bon, justement, Christophe, sur ces entreprises, sur ce tissu des entreprises, de ce qu'on appelle l'économie réelle, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui en Europe? Est-ce que c'est vraiment un vivier important comparé aux autres zones géographiques, par exemple? Mais en fait, c'est très particulier. Je vais enfoncer une porte ouverte, mais il y a beaucoup plus d'entreprises non cotées que d'entreprises cotées. On va dire la palissade, mais enfin, les entreprises du CAC 40, elles sont 40. Voilà. Et donc, il y a aujourd'hui 99% des entreprises en Europe qui sont non cotées. 99%? C'est énorme. Il y a beaucoup plus d'entreprises non cotées. Il y a beaucoup plus d'entreprises non cotées que d'entreprises cotées. C'est 32 millions d'entreprises en Europe. On parle d'un gisement incroyable. Nous, chez Eurazeo, on en finance un peu moins d'1 millier. On en finance très peu quand on regarde le pourcentage. Et il y a à peu près 2/3 des emplois dans le privé, les emplois viennent d'entreprises non cotées. Donc, statistiquement parlant, notre voisine de palier, notre camarade, il y a plus de chances, il y a statistiquement plus de chances qu'il soit salarié d'une entreprise non cotée que d'une entreprise cotée. Donc, il y a tout cet univers, et ça représente un peu plus de la moitié de la valeur ajoutée brute européenne. Donc c'est une composante très importante de l'économie européenne. Et effectivement, c'est une composante, autant le CAC 40, c'est très facile d'investir. On n'a pas un coup de téléphone, on achète une SICAV CAC 40 en ligne, on fait en ligne, encore mieux, sur Boursorama. Ça prend quoi? C'est très rapide. Autant investir dans les entreprises non cotées, d'abord ça demande un petit peu plus de temps, et puis c'est pour des durées un petit peu plus longues. Et puis on va y revenir. On va y revenir un peu plus tard. Jusqu'à présent, c'était aussi peu accessible pour l'investisseur individuel. Malheureusement, c'est une affaire de professionnels, de spécialistes. Et une affaire de happy few, comme on dit en bon français. Voilà. Ok. Et au niveau français, parce que c'est un petit peu plus la spécialité de Vatel, justement, l'importance du tissu d'entreprises, de PME, d'ETI dont parlait Christophe, ça représente quoi à peu près, Jean-Michel? Alors en France, il y a 4,5 millions d'entreprises. C'est énorme. Énorme. Et il n'y a que 159 000 entreprises qui sont des PME, qui ne sont pas des micro-entreprises ou des TPE. Donc on voit déjà que, et il n'y a que ces entreprises-là, et qu'une partie de ces entreprises-là qui ont accès au crédit bancaire, au financement par les fonds tels que Eurazeo et nous-mêmes. Donc effectivement, il y a un besoin de financement dans l'économie qui est majeur. Besoin de financement qui est majeur. Christophe, aujourd'hui, est-ce qu'il est bien compris en Europe? Est-ce qu'on est au rendez-vous? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour qu'on arrive à développer ces entreprises, ou est-ce que c'est encore un peu compliqué? Alors, ça progresse très fort. On parle très souvent du private equity. Pourquoi est-ce qu'on utilise un vocabulaire anglo-saxon? Est-ce que le pays... Private equity, je sors dans la rue, il n'y a pas grand monde qui comprend. Mais c'est vrai qu'on utilise... En fait, c'est investir
dans des sociétés non cotées. Oui. Mais comme l'a dit Jean-Michel, toutes les sociétés non cotées ne sont pas forcément des cibles d'investissement. Voilà. La boulangerie en bas de chez moi, c'est une entreprise non cotée. Il n'y a peut-être pas forcément énormément d'intérêt pour un fonds d'investissement comme nous. Voilà. Donc effectivement, Jean-Michel l'a rappelé, les entreprises qui vont faire l'objet d'investissement par des fonds d'investissement, par des fonds de private equity, c'est des entreprises qui ont des caractéristiques, c'est des PME un petit peu particulières. Elles vont croître plus vite que la moyenne. Elles ont des managers qui sont des dirigeants, qui sont un petit peu habitués à l'idée de se dire, bon, j'ai un actionnaire, il vient, il va me financer pendant une période de 5-6 ans, et puis après, je vais aller en retrouver un autre. Ça demande quand même une certaine forme d'habitude financière qui est pas. Mais ça représente un gisement d'entreprise qui est massif. Et oui, aujourd'hui, il y a donc une industrie du private equity, il y a une industrie des fonds d'investissement qui sait très bien financer des entreprises qui sont non cotées. Donc vous venez, vous négociez avec un dirigeant d'entreprise. Alors tout le monde a en tête les startups. Les startups, elles se font financer effectivement au début, elles sont jeunes et elles ont besoin de beaucoup d'argent. Mais c'est vrai, Picard, par exemple, je pense qu'on a tous utilisé Picard de temps en temps le soir pour dépanner. Picard, c'est une parfois plus que pour dépanner. Très souvent. Jean-Michel, qu'est-ce qui vous intéresse justement dans une PME, dans une ETI où vous dites tiens là, le dossier est intéressant pour du financement, qu'est-ce que vous allez rechercher, quelle qualité vous allez rechercher? Alors le plus important, c'est le dirigeant. Ouais. Et on a eu un excellent exemple cette semaine sur l'importance d'un dirigeant pour une entreprise, très vrai pour une PME, mais aussi vrai pour une grande entreprise. On a Luca Di Meo qui a annoncé qu'il quittait Renault et qu'il partait chez Kering. Enfin, ça s'est dit dans la presse. Et le jour même, Renault faisait -8, Kering faisait +8. Ouais. Et ce qui est vrai à l'échelle d'une multinationale est d'autant plus vrai à l'échelle d'une PME qui ne compte que quelques dizaines de salariés et qui a vraiment besoin d'un manager qui a une vision, un leadership, une éthique, une intelligence, une capacité à gérer un budget. Et c'est ce qu'on regarde en premier. Ensuite, bien sûr, on va regarder que l'entreprise est viable d'un point de vue économique, qu'elle a des perspectives de développement, mais en fait, même une entreprise qui travaille dans un secteur compliqué, si elle est dirigée par un bon manager, ça se passera bien et on pourra l'accompagner. Est-ce qu'il y a assez de bons managers en Europe, Christophe? Alors ça, vraiment, mais c'est l'heure de me tordre la perche, parce que vraiment, ça, c'est une idée, une fausse idée à laquelle il faut tordre le cou. On entend parfois, ah là là, mais les dirigeants américains, les managers américains, ils sont tellement bons. Tellement bons. Et c'est vrai qu'il y a quand même eu des success stories, notamment d'entreprises très innovantes, très jeunes, qui sont devenues des leaders mondiaux. Mais ce qui est très important, nous, on passe notre temps à rencontrer des dirigeants d'entreprise. La qualité des dirigeants d'entreprise aujourd'hui, la qualité des managers, parce que ce n'est pas juste le dirigeant, il faut qu'il y ait un bon directeur financier, un bon directeur du développement, il faut qu'il y ait un bon directeur de ressources humaines. Une bonne équipe, quoi, voilà. Qu'il y ait une bonne équipe. La qualité aujourd'hui, en Europe et en France, en particulier des équipes de management, c'est incroyable. Moi, je me souviens, j'ai commencé ce métier il y a plus de 25 ans. Je me souviens d'un temps où, quand on finançait une PME, France, parfois, le directeur commercial ne savait pas très bien parler l'anglais. Voilà. Et puis, pour lui, aller développer ses produits en Espagne, c'était la grande aventure. Ouais, c'est ça. Le grand large. Voilà. Aujourd'hui, vous rencontrez des entreprises dans le fin fond de la baie de Somme, dans le sud de Toulouse, et ces entreprises, le directeur commercial allait partir et aller en Chine. D'abord, tout le monde parle anglais. L'idée de se dire, tiens, mais dans le fond, on est des bons dans notre domaine en France, super, on est un bon leader local, on va aller acheter nos concurrents belges, espagnols, italiens, suédois, devenir un leader européen, et une fois qu'on est un leader européen, aller attaquer les marchés asiatiques, aller attaquer les marchés américains. Aujourd'hui, la qualité de ces entrepreneurs-là, nous, c'est ce qui nous rend fiers, c'est ce qui nous donne la pêche tous les jours pour venir les financer. On entreprend dans quel domaine en Europe, quel secteur dans lesquels on est bon? Commencez avec vous, Jean-Michel, au niveau français. Il y a des profils plus particuliers, des secteurs d'activité où c'est vraiment tous azimuts? Alors, je pense que la France a ses fleurons. Nous, on aime bien l'industrie. Oui, quand même. Parce qu'on est quand même encore un pays qui a une culture d'ingénieurs. Nos écoles d'ingénieurs sont extraordinaires. Oui. Et donc, ça donne un vrai avantage compétitif aux entreprises françaises qui sont dans le secteur des logiciels, de l'intelligence artificielle, de la data, mais aussi de l'industrie. D'accord. Voilà. Donc encore de bons profils d'ingénieurs. Au niveau plus européen? Nous, effectivement, on partage le constat que d'abord, sur le plan de l'innovation, sur le plan du digital, la France est un vrai leader en Europe et c'est un vrai leader dans le monde. Je veux dire, aujourd'hui, on a financé une société comme Doctolib, on a financé Mistral AI. La réussite de Doctolib. C'est des boîtes qui ont une
visibilité très internationale. Donc, il y a indéniablement ce domaine-là, dans l'innovation digitale. Le domaine de la santé, on a financé une société qui s'appelle Dork. Dork, personne n'en a jamais entendu parler. Hein. Ils font du matériel médical pour la chirurgie. Mais parce que vous me l'avez dit. Alors, on en a déjà parlé ensemble, mais clairement, Dork, ils font du matériel médical pour la chirurgie de l'œil. Moi, je me suis fait opérer de la cataracte. Personne négocie quand on se fait opérer de l'œil la qualité du matériel. Oui, hein. Si le chirurgien dit c'est ça que je vais prendre, vous dites pas je veux 2 fois moins. Il y a du cheap à côté. Non, voilà. Bon, et cette société Dork qui fait du matériel médical et qui est le leader en Europe, on les a aidés à pénétrer le marché chinois. Je vous assure qu'en Chine, il y a une population, une classe moyenne qui est vieillissante, qui a un certain pouvoir d'achat. Et quand vous dites à cette population chinoise, vous savez quoi, vous allez avoir la même qualité de traitement dans la chirurgie de l'œil que les Européens, bah, je prends. Voilà. Donc il y a l'innovation, il y a la santé, il y a les services financiers. Nous, on est actionnaire d'une société qui s'appelle RS et qui est le leader indépendant des plans d'épargne retraite. On est dans BMS, on est dans Premium, un réseau de conseillers en gestion de patrimoine indépendant. Le secteur financier en Europe, et on a parmi les plus belles banques au monde, les plus beaux assureurs au monde, et on l'espère, Jean-Michel et moi, les plus beaux fonds d'investissement au monde. Mais donc il y a des tas de secteurs. Enfin là, il nous faut 3 heures pour tenir sur le nombre d'entreprises. Non, mais ne perdons pas ça. On a aussi financé chez Eurasio, Moncler. À un moment donné, on a transformé ce qui était un... C'est des doudounes, hein, c'est ça. C'était des doudounes, voilà. C'était des doudounes de ski. On a transformé ça en une marque de luxe. Mais combien d'endroits dans le monde on peut transformer un fabricant d'équipements de ski, quand même, en une marque de luxe internationale? L'Europe sait, et la France en particulier, sait remarquablement bien faire ça. Un exemple aussi pour vous, Jean-Michel, de PME innovante que vous avez pu financer, qui est connue, peut-être ou pas connue, et qui vous a épaté, justement. Alors, je vais parler plutôt de sociétés cotées. Ouais. Donc, il y a une chance que pas mal de gens les connaissent. Il y a plusieurs types de réussites en bourse. Il y a les fondateurs qui viennent chercher du capital pour croître et qui, à un moment donné, du stade de développement de leur entreprise, vont pouvoir la céder à à une entreprise plus importante ou un fonds et s'investir dans d'autres projets. Donc, je pense à Biocorp, je pense à Osmosis. Oui. Biocorp qui rendait intelligents les stylos-injecteurs, c'est ça, hein? Tout à fait, exactement. Osmosis qui équipait les campings en bornes Wi-Fi et leur apportait plein de services connectés. À chaque fois, c'est des entreprises qui étaient dirigées par des multi-entrepreneurs, des personnes qui avaient eu plusieurs histoires industrielles dans leur vie et qui ont terminé par ces 2 projets. On a Vaga Energy, qui récemment a été racheté par le fonds EQT. Oui. C'est une vraie preuve de confiance dans les perspectives de développement de l'entreprise. J'espère qu'elle restera cotée et que les investisseurs particuliers pourront continuer à en profiter. Et après, si on regarde, donc ça, c'est 2 beaux exemples de réussite. Oui. Mais à côté de ça, moi, en fait, ce que je préfère, c'est les sociétés familiales. Et j'ai 2 exemples qui me viennent en tête de sociétés qui réussissent. C'est Stif d'abord, qui s'est introduit en bourse en décembre 2023. Super réussite. Un peu grâce au fonds de Vatel Capital, il faut le dire. Le cours a été multiplié par 8. Explique un peu ce qu'ils font, parce que... Oui, c'est vrai. Alors, que font-ils? C'est-à-dire que déjà, leur client, c'est un constructeur automobile qui s'appelle Tesla. Accessoirement. Mais ça, c'est l'un de leurs derniers clients. Oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une entreprise qui a été fondée en 1984, dont le métier initial était de fabriquer des godets de manutention de céréales. C'est hyper précis. Hein. Hyper précis. Ils ont acquis une position de leadership sur ce segment de marché, mais c'est un segment à faible marge, où il n'y a pas énormément de valeur ajoutée, et ils ont su se diversifier sur un second marché qui est la protection contre les explosions de poussière. Parce que les céréales, ça crée de la poussière, ça peut exploser et ça pose des problèmes. Et là aussi, une 3e fois, ils ont réussi à se réinventer et ils se sont développés sur le nouveau marché de protection contre les explosions de containers, de batteries électriques. D'où Tesla. Et d'où cette croissance phénoménale qu'ils ont eue depuis 2-3 ans, avec un résultat qui a été multiplié par 5, un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 2, et un cours qui a été multiplié par 8. Voilà. Bon. Donc ça, c'est un exemple assez récent. Et un exemple plus ancien, plus vénérable, j'ai envie de dire, c'est la société Homer de QGIS, qui s'est introduite en bourse en 2021, qui elle aussi a réussi à doubler son chiffre d'affaires en 3 ans, quasi doublé, qui a également multiplié son bénéfice et qui est aujourd'hui dirigé par monsieur Vincent de QGIS, 6e du nom. Et il est venu en bourse chercher les capitaux
pour poursuivre le développement de son entreprise bien au-delà de Rungis sur des marchés européens. Donc Omer de QGIS, pour ceux qui nous écoutent, le nom n'est pas connu, mais c'est l'un des leaders de la production de fruits exotiques, donc de la culture, du mûrissage et de la distribution de fruits exotiques. Vous trouvez ces produits dans tous les supermarchés de France. Bon ben voilà, on en a appris des noms d'entreprises. Dorc pour l'opération de la cataracte, Omer de QGIS pour les fruits exotiques. On se dit, bon, c'est magnifique finalement, tout va bien en Europe, les entreprises innovantes, on a des financements. C'est peut-être un peu trop simple, non? Parce que moi, ce que j'entends aussi, Christophe, quand j'entends Europe, j'entends quoi? Une certaine lourdeur de la réglementation. J'entends aussi un marché des capitaux fragmenté qui a bien du mal à s'unir. Vous retrouvez ça? En tout cas, on a une idée très forte. Aujourd'hui, en Europe, si vous comparez l'économie européenne et l'économie américaine ou des économies asiatiques, il y a un immense réservoir d'entreprises de taille moyenne. L'Europe, c'est un patchwork d'entreprises de taille moyenne. On en voit, on en connaît. Il y a des tas de très bonnes PME françaises, des tas de très bonnes PME européennes. Il y a quand même une consolidation du marché qui se fait. Voilà. Okay. Clairement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Mettre un petit peu plus de capitaux. Aujourd'hui, la façon dont vous êtes financé influence énormément ce que vous allez devenir. Nous, on a été marqués au Fer Rouge par une aventure. On a fait un très bon investissement dans Dailymotion. Très bon investissement dans Dailymotion. Spécialiste de la vidéo en ligne. Spécialiste de la vidéo en ligne. Bon, il ne faut pas non plus sortir de la NASA pour aller mettre des vidéos sur des iPhones. C'est pas, voilà. Avoir une plateforme, oui, solide. Vous l'avez compris, on est assez chauvin. Ouais. Il se trouve que les ingénieurs français qui conçoivent Dailymotion. Il faut une solution technique. Au début, c'était vraiment indéniablement la meilleure. Très vite, ils conçoivent Dailymotion comme n'étant pas simplement le marché de la vidéo sur iPhone en France. Ils se disent c'est un marché mondial. Donc très vite, on a une entreprise qui se dit c'est un marché mondial, j'ai la meilleure technologie et qui capte ça, le fait qu'on va se mettre à regarder de plus en plus de vidéos sur iPhone. Au même moment, il y a YouTube qui démarre. Qu'est-ce qui a fait que c'est YouTube qui a gagné la guerre? Qu'est-ce qui a fait que c'est YouTube qui a gagné la guerre? Alors, on a fait un très bon investissement. Nous avons gagné beaucoup d'argent avec Dailymotion. C'est pas devenu le YouTube. Pourquoi? À chaque fois que Dailymotion faisait un tour de table, à chaque fois que Dailymotion levait de l'argent, YouTube levait de l'argent. Il y avait un zéro de plus sur la levée de fonds. À la fin, le mythe français, qui est très fort dans notre culture à nous, le mythe que, non mais comme des mousquetaires, comme des sorcières, on va partir à la conquête du monde avec 3 bouts de ficelle, machin. Après l'esquif, ça ne marche pas. Beaucoup de talent. Non mais ça ne marche pas. Il faut mettre notre... Et le pire dans tout ça, c'est qu'en Europe, de l'épargne, on en a beaucoup. 35 000 milliards, je crois, l'épargne des particuliers en Europe. Ouais. On est une zone du monde, qui est plutôt, appelons les choses par leur nom, un peu vieillissante, assez riche. Voilà. Donc nous sommes une zone du monde où il y a de l'épargne. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? C'est pas, Jean-Michel et moi, on en voit tous les jours, c'est pas la qualité des cibles à financer. C'est simplement que nous, quand on a une super pépite, on met du carburant dedans. C'est comme si on avait du carburant dans une voiture, que l'entreprise américaine, elle avait 10 réservoirs, et la nôtre 1. À la fin, on a beau avoir un super pilote, la qualité des managers en Europe et en France en particulier est indéniable. On a beau avoir des super pilotes, on a beau avoir des super moteurs, on a beau avoir des super voitures. Si le réservoir de l'une fait 10 fois moins que le réservoir de l'autre, à la fin, qu'est-ce qui gagne des courses? Les gens qui ont le réservoir plein. Et ça, cette idée très forte qu'aujourd'hui, en entreprise, moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier, on l'a cité, le nombre de millions d'entreprises qu'il y a à financer en Europe, il est colossal. Chez nous, on en a financé 600. C'est pas, voilà. Donc, le réservoir d'entreprises à financer, il ne manque pas. La chose que fait pas l'Europe, sur laquelle on est un petit peu, on se tire nous-mêmes une balle dans le pied, c'est que nous avons de l'épargne, et nous la mettons au travail, parfois dans des entreprises américaines, parfois, moi, ce qui me rend toujours complètement... ce que je trouve dramatique, c'est qu'on investit beaucoup dans les SICAV monétaires, donc on investit beaucoup dans des placements qui rapportent de 2% par an, fait un petit peu peur à titre personnel, voilà, et on ne met pas assez notre épargne au service d'entreprises qui, la façon dont on les finance, va conditionner la façon dont elles vont réussir. Vous retrouvez dans ce constat, Jean-Michel? Alors, en partie. Maintenant, je pense que l'insuffisance de financement a aussi des raisons fondamentales. Pour reprendre la métaphore automobile, les entreprises américaines, elles roulent sur des pistes de Formule 1. Nous, les entreprises européennes, c'est le Paris-Dakar tous les jours. Parce qu'il y a une jungle administrative. L'image est parlante. Une jungle administrative
une fragmentation du marché européen. Au bout de 25 ans, l'Europe n'est toujours pas une zone monétaire optimale, ce qui fait que la BCE a la très difficile mission de juguler l'inflation avec un taux d'intérêt unique pour toute l'Europe, alors que les niveaux... avec des zones qui ne sont pas du tout les mêmes, qui ne sont pas du tout homogènes. Hein. Quand la croissance explose en Espagne et en Italie, elle est flat ou elle est négative en Allemagne, c'est ingérable. Et donc, face à l'extérieur, nos deux grands concurrents, nos amis chinois et américains, ont bien identifié cela. Et quand il y a des négociations internationales, c'est impossible de défendre les intérêts européens parce que ça n'existe pas. Il y a des intérêts d'entreprises françaises, des intérêts d'entreprises allemandes. Ce qui fait qu'à un instant T, il y aura toujours des entreprises qui vont être entravées. Et l'entreprise française, ou l'entreprise européenne, c'est surtout vrai pour la France parce qu'on a tendance à surréglementer, c'est un Gulliver qui est entravé par des milliers, des centaines, des dizaines de milliers de petites règles qui vont lui compliquer la vie. Et donc, c'est quoi la conséquence? C'est moins de parts de marché gagnées face aux concurrents étrangers, donc moins de chiffre d'affaires, moins de productivité. La productivité européenne est au 4/5e de la productivité américaine, et donc c'est des marges plus faibles. Et donc des marges plus faibles, ça veut dire moins de capacité d'autofinancement et ça veut dire aussi moins de facilité pour les banques ou les investisseurs comme nous. Activité, quoi, finalement. Voilà, d'accompagner des entreprises qui, dans un environnement à armes égales, pourraient se faire financer et être très performantes. Petit jeu de rôle, Christophe, je vous bombarde commissaire européen avec des pouvoirs exceptionnels pour commencer à aligner tout ça dans le bon sens. Quelles sont vos premières mesures d'urgence, les premières priorités stratégiques que vous définiriez? Moi, j'aurais envie de dire, on pourrait arrêter d'interdire. Vous savez, en fait, finalement, quand vous regardez l'épargne en France, c'est une épargne qui est relativement administrée. Hein, nous sommes dirigés par des très bons hauts fonctionnaires qui ont tendance à toujours bien nous organiser les choses. Donc aujourd'hui, quand vous regardez où l'épargne des Français va, elle va dans des choses qui ont été structurées. C'est un jardin à la française, on leur dit « il faut que tu investisses là ». Ça s'appelle, en plus souvent il y a un cadre fiscal, il y a un cadre juridique, mais il y a un petit cadre fiscal. Surtout, en France surtout. Oui. Ça s'appelle l'assurance vie, ça s'appelle le PEA, ça s'appelle le livret jeune, ça s'appelle le livret A, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est très structuré. Le PEA, c'est pas mal pour le coup. C'est vachement bien. Européenne, voilà. Mais mettre des valeurs non cotées, par exemple, dans le PEA, donc mettre le plus gros de l'univers d'investissement des entreprises non cotées dans son PEA, c'est compliqué. Voilà. Donc la première chose que j'aurais envie de dire, c'est qu'il faudrait arrêter d'interdire, parce que pour nourrir le débat, quand vous regardez, c'est vrai que les indices boursiers, entre les États-Unis et l'Europe, il y a eu un décrochage. Mais quand vous regardez les statistiques fournies par France Invest, l'association française du private equity, l'association française des fonds d'investissement qui gèrent du non-coté, quand vous regardez sur 30 ans la performance du private equity, donc des financements d'entreprises non cotées, en Europe et aux États-Unis, c'est à peu près pareil. Et encore il n'y a pas eu de décrochage. Il n'y a pas de décrochage. D'accord. Non. Et même, en ce moment, vous avez un certain nombre d'investisseurs dans le monde. Vous le mentionniez tout à l'heure, on me disait, mais dans le fond, le private equity, c'est un peu accessible pour des happy few. Quand vous regardez en ce moment des fonds canadiens, des fonds asiatiques, tous ces fonds souverains, donc ces immenses réserves d'épargne internationale, aujourd'hui, elles se disent, bon, les États-Unis, il y a des tas de qualités, l'économie américaine, on a beaucoup de choses à en apprendre, elle est très forte. Mais enfin, quand même, en ce moment, il y a une certaine dose d'imprédictibilité quand même, il y a une certaine... un pouvoir politique. Il y a un peu moins de stabilité, en fait. Moins de stabilité. Et l'Europe, bon, Jean-Michel l'a rappelé, mais l'Europe, tout le monde sait. Voilà. On le sait qu'on n'est pas la zone... Non, mais on le sait, démocratiquement, on n'est pas la zone la plus jeune du monde. La plus dynamique, oui. On le sait qu'on est une économie qui est déjà mature. On le sait qu'on est un pays qui a ses différences. Voilà, on est une zone économique du monde qui a ses différences. Jean-Michel l'a rappelé, entre l'Espagne et la Suède, c'est pas pareil. Oui, entre la Floride et Alaska aux États-Unis, il y a aussi, faut pas imaginer, il y a aussi des différences. Et puis, pas non plus... La Chine, c'est comme un pays qui est dirigé par le Parti communiste. C'est pas ce qu'on fait de mieux sur le plan du business friendly. Donc, je dis pas que je dis aujourd'hui, l'Europe, on sait ce qu'on a. Voilà. On a, et aujourd'hui, vous voyez quand même... Pour les défauts, mais aussi les qualités. Il y a beaucoup, et vous avez un nombre de champions d'entreprises, de leaders mondiaux. Et vous savez, aujourd'hui, tout le monde a en tête le fait que L'Oréal, c'est le leader mondial de la beauté.
bravo, chapeau bas, félicitations, c'est magnifique. Moi, je suis bien d'admiration de votre Ils sont sur ce Bourse Live, on y parle de leur implantation européenne d'ailleurs. Mais Aromazone, c'est une PME, Aromazone. Mais Aromazone, ça réussit, et je dis aussi Aromazone parce qu'on les finance nous, mais l'Occitane, on ne les finance pas. Oui. C'est des sociétés beaucoup plus petites, mais qui arrivent à avoir une résonance mondiale sur une thématique dans la beauté. Donc voilà, n'oublions pas non plus que voilà, l'Europe a ça en elle, et donc clairement aujourd'hui, empêcher les gens d'investir dans des entreprises qui créent de la performance, ce serait une des premières choses que j'arrêterais. Même question pour Jean-Michel. Bombarder commissaire européen avec tout pouvoir. Alors, qu'est-ce qui se passe en jour 1, jour 2 ? Jour 1, je supprime le CSRD, qui oblige... alors on explique un peu ce que c'est. Alors c'est une nouvelle réglementation voulue par l'Europe qui impose des obligations de reporting extrêmement lourdes aux entreprises sur toutes les thématiques environnementales. Ce qui en soi est pas... Jean-Michel, ça va dans le bon sens quand même. Alors, si je voulais aider l'environnement, j'appellerais Xi et je lui dirais, bon, t'arrêtes de brûler du charbon. Mais je suis pas... Donc ça, c'est la première chose que je ferais. La deuxième chose que je ferais, c'est que je supprimerais le programme Green Fork, ou... c'est Farm to Fork. Voilà. On va y arriver. Il met aussi des contraintes sur nos agriculteurs, pendant que dans d'autres régions du monde, c'est open bar pour les pesticides et autres traitements. Voilà, donc déjà ça... Et je continuerai dans la même veine à alléger toutes les contraintes administratives qui pèsent sur les entreprises en Europe, pour que les armes soient égales entre les entreprises européennes et les entreprises étrangères. On a le sentiment, messieurs, qu'il y a peut-être en ce moment une légère prise de conscience. Il y a la fin peut-être d'une naïveté. Il faut reconnaître aussi que, voilà, Michel en parlait, mais bon, l'acier produit en Europe, c'est parmi les aciers les plus verts, les plus respectueux de l'environnement. Oui, même si on sait que la sidérurgie reste quand même une activité. En tant qu'Européen, Laurent, tu montres cet éditeur, on peut plutôt être fier de cela. Ouais. Le truc qui ne va pas, et sur lequel on se tire une balle dans le pied, mais là, on se tire deux balles dans les deux pieds au même moment et avec application, c'est le fait de se dire que c'est très bien de se dire qu'en Europe, on sait fabriquer de l'acier propre, mais qu'en même temps, puisse venir d'autres endroits du monde, de l'acier, et sans aucune protection, de l'acier qui a été produit sans aucun respect de l'environnement, sans aucun respect de droit social, sans aucun... Tiens, c'est bizarre, il y en a un qui est moins cher que l'autre. Et puis alors après, nous, Européens, tiens, c'est bizarre, mais alors notre industrie... compétitive. Elle n'est pas compétitive. Voilà. Je partage tout à fait. Et d'ailleurs, même, pourquoi est-ce qu'on dit que les managers européens, ils sont... Moi, je suis bien d'admiration, encore une fois, devant la qualité du management des entreprises en Europe et en France en particulier. C'est comme si, dans un bassin, vous aviez appris à nager, dans la piscine, vous avez appris à nager avec un boulet au pied. Ça vous apprend à nager vachement bien. Et quand aujourd'hui, vous avez appris du fait que pour sortir... Les Hollandais connaissent ça depuis longtemps. Quand vous êtes en Hollande, vous avez compris relativement vite que si vous parlez que le hollandais, vous n'allez pas vendre vos produits dans une grande partie du monde. Nous, les Français, je parle de la génération précédente, il y a pu y avoir des managers qui se disaient « si je parle français et que si je vis sur l'ex-empire colonial français, là, je peux rester francophone. » Mais aujourd'hui, voilà, le fait de se dire qu'on est... Nos managers, ils sont habitués à aller se battre. Et le fait que l'Europe soit... oui, si vous voulez exporter en Espagne, il faut parler espagnol. Si vous voulez faire un groupe européen, il faut que vous sachiez traiter avec des Espagnols et des Suédois. Ça vous prépare relativement bien à ce qu'est la globalité du monde aujourd'hui. Bon, une fois qu'on a fait ce constat, et parce qu'on a aussi envie de terminer par des solutions, notamment sur cet aspect de fléchage de l'épargne. Alors on voit que le private equity, l'investissement dans le non-coté, pour le dire en bon français, il commence à arriver. On voit que maintenant il y a notamment une partie dans le PER qui vont faire de la place, qui font de la place sur ces supports. Est-ce que ça va dans le bon sens? Comment justement, et ça c'est question pour vous deux, on peut flécher davantage justement l'épargne des Européens vers l'économie réelle européenne? Par quoi ça passe? On voit qu'on a eu aussi récemment le ministre de l'économie, cette initiative européenne du label Finance Europe. Ça commence par ça. Comment on fait concrètement pour aller plus loin?
Alors, jusqu'ici, le private equity, il avait été réservé à des investisseurs institutionnels, en clair, des compagnies d'assurance, des banques, des fonds de pension. Le ticket d'entrée était élevé aussi. C'était des fonds souverains. 200 000. Le ticket était super élevé. Non, c'était plusieurs... aujourd'hui, pendant longtemps, beaucoup de fonds d'investissement n'étaient ouverts qu'à des gens qui pouvaient mettre 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 millions d'euros. Ah, voilà. Donc, en clair, si vous n'étiez pas Madame Rockefeller, Monsieur Crésus, private equity vous disait, circuler, il n'y a rien à voir. Heureusement, aujourd'hui, vous avez des tas de solutions et des tas de fonds d'investissement qui proposent. Alors, voilà, oui, bien sûr, le fonds qui est destiné à ma voisine de palier, il est un petit peu différent du fonds qui est destiné à un fonds souverain ou à la Madame Crésus ou Monsieur Rockefeller. Voilà, bien évidemment. Mais aujourd'hui, non, vous trouvez des solutions beaucoup plus simples, beaucoup plus... Voilà, Boursorama en fait la promotion. Voilà, il y a un certain nombre de fonds qui existent. Dans le cas d'Eurasio, il s'appelle le PVE3, c'est le 3e fonds qu'on a créé de cette nature. Et effectivement, vous pouvez le mettre de votre assurance vie, vous pouvez le mettre pas une retraite, vous pouvez l'avoir en compte titre. Et pour 1 000, 2 000 euros, vous pouvez avoir un fonds vous passez votre ordre aujourd'hui, il est exécuté la semaine prochaine. Dans une semaine, vous êtes investisseur dans 250 sociétés. Européenne, non cotée, voilà. Et puis vous pouvez décider de sortir tous les 3 mois, donc ça ne marcherait pas pour le 30 juin quand même. En une semaine, ce serait un peu court, mais au 30 septembre, vous pouvez décider de sortir. Parce qu'on dit le private equity, mais attention, parce que c'est du financement de l'économie réelle, c'est du temps long, on est bloqué. Là, c'est pas le cas. Vous avez réussi à trouver un... Non, le fonds qu'on propose là, il a justement cette souplesse, parce qu'il faut démocratiser, appelons les choses par leur nom. Bon, mais c'est pas une forme d'investissement qui se prête au market timing, qui se prête à dire, tiens, on est en janvier, je me dis, tiens, il faut financer les PME. En juin, je me dis, il faut que je sorte des PME européennes. Et en décembre, je me dis, tiens, je reviens. Alors, je ne sais pas qui sait faire ça avec les marchés cotés, parce que c'est comme l'art le plus difficile au monde. C'est bien ça, c'est d'avoir contesté. Bon, mais en tout cas, sur les PME, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut investir très régulièrement. Il faut se dire, mais statistiquement, sur un plan d'épargne retraite, les gens gardent leur plan d'épargne retraite combien de temps ? Mais en fait, 20 ans, 30 ans. Oui. Voilà. La plupart d'entre nous, on a des contrats d'assurance vie. Les contrats d'assurance vie, vous avez l'avantage fiscal si vous êtes resté 8 ans. Mon contrat d'assurance vie, à moi, il doit avoir 30 ans. Donc, il y a 22 ans qu'il a plus de 8 ans. Voilà. On a tous... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une forme d'épargne qui se prête à dire... Mais il y en a d'autres, des formes d'épargne comme ça. On parlait des terres agricoles, vous vous dites pas, tiens, je vais investir dans les terres agricoles en janvier, je vais les vendre en juin, je vais revenir en décembre. Ça ne se prête pas à ça. Mais si vous financez la boîte de votre beau-frère, la boîte de votre copain de promotion, vous n'allez pas vous dire, je la finance le 1er janvier, puis je lui demande de récupérer mon argent en juin, puis je vais lui demander de réinvestir en décembre. Non, c'est une forme d'accompagnement des entreprises qui... Voilà, les entreprises... Le temps long. Une certaine forme de temps long, mais c'est le temps long qui paye. Les solutions d'investissement, Jean-Michel. Alors, je rejoins Christophe. Concret. Je rejoins Christophe. Aujourd'hui, toutes les solutions d'investissement existent pour investir sur toutes les classes d'actifs. D'accord. Donc vraiment... Toutes les classes d'actifs, vraiment. Tout. Ah ouais. Et finalement, il faut juste que les gens prennent l'habitude de sortir des sentiers battus, de sortir un petit peu du fonds euro sur la partie de l'épargne dont ils n'ont pas besoin pour rentrer sur de nouveaux segments et apporter de la diversification et de la performance à leur portefeuille et financer l'économie réelle. Et donc, tout à l'heure, Christophe disait, oui, nos produits ont une fenêtre de sortie tous les 3 mois, ce qui est déjà très court sur les segments dont on parle. Nous, on a 2 produits qui ont des fenêtres de sortie tous les 15 jours. D'accord. Donc on a la SC Terre Invest qui investit en terres agricoles, qui est accessible dans les UC, dans les unités de compte, des contrats de Boursorama, donc sur le PER, sur le contrat d'assurance vie. Donc là, j'investis quoi? Vraiment dans des terres agricoles françaises, européennes Dans des terres agricoles françaises. Donc c'est un excellent produit pour protéger son capital à très long terme de l'inflation. Et c'est un produit absolument non spéculatif, parce qu'en France, les terres agricoles sont régulées. C'est encadré quand même, oui. C'est encadré par la SAFER, qui existe depuis les années 60, peut-être même 50 d'ailleurs, je ne sais plus, mais qui a un objectif de transmission
des exploitations agricoles et qui favorise l'installation de jeunes agriculteurs. Donc c'est un produit qui a une vraie vocation sociale, qui protège le capital, qui apporte énormément de diversification dans une allocation de portefeuille, parce que c'est un produit, c'est un sous-jacent qui n'est pas du tout corrélé avec les marchés boursiers. Oui. Et la liquidité, elle est possible tous les 15 jours. Pas mal. Un deuxième produit dans le même esprit, c'est Vatel Rendement PME, un outil qui va permettre d'investir dans de la dette privée de PME. D'accord. On explique, c'est-à-dire qu'une société, plutôt que d'aller voir sa banque, vient voir un fonds d'investissement, c'est ça? C'est ça. Exactement. C'est ça, parce que les cas de financement vont être différents. Oui. Les banques vont aimer financer les actifs immobiliers, alors que financer le rachat d'une entreprise, c'est un peu plus risqué, ça demande un peu plus d'analyse. Et ça va prendre un peu plus de temps à la banque pour prendre sa décision, alors qu'un fonds d'investissement, lui, va être outillé pour donner une réponse assez rapide à l'entreprise pour lui dire « Ok, banco, on vous accompagne. » On vous suit. Voilà. Et là aussi, c'est une unité de compte qui va être disponible dans les contrats d'assurance vie et les PER, et qui aura aussi une liquidité ou qui a une liquidité bimensuelle. Voilà, des solutions très concrètes. Messieurs, question à tous les deux. Là aussi, si je me place à hauteur d'investisseur individuel, dans une allocation d'actifs, cette partie qui, je pourrais dédier à l'économie réelle, c'est combien? Ça peut représenter combien? Vous allez me dire, il y a autant de réponses peut-être que d'investisseurs. Oui. Mais allez, je vous lance quand même sur cette question un peu glissante. Alors pour moi, je laisserai Christophe répondre, mais pour moi, il y a deux variables à prendre en compte. Un, l'horizon de temps. Deux, l'appétence au risque. Et parce qu'on n'a pas tellement parlé, c'est risqué quand même. Oui, bien sûr. Oui. Plus il y a de rendement, plus c'est risqué. Voilà. Plus il y a une espérance de rendement importante, plus le risque est important. Je dirais vraiment la notion du temps est importante. Je veux dire, encore une fois, ce n'est pas une nature d'investissement, mais Jean-Michel l'a dit, investir dans des entreprises, on ne rentre pas pour 2 jours, c'est vrai sur les terres agricoles, mais très sincèrement, c'est aussi un peu vrai sur l'immobilier. Je veux dire, les gens qui cherchent à investir dans l'immobilier, j'ai capté le creux du marché, il y a quand même beaucoup, et même encore une fois, sur le CAC 40, dans le fond, finalement, on voit assez souvent le fait que un bon comportement d'épargnant, c'est de se faire un virement mensuel et d'acheter tous les mois un tout petit peu et puis de garder un certain temps. De toute façon, le bon rendement de l'épargne, on l'a quand on a du temps devant soi. Voilà. Donc ça, c'est une notion. Et ça permet de lisser les risques. Voilà. Quand on investit très régulièrement et quand on garde un certain temps, on est en plus-value à la fin. Et clairement, aujourd'hui, d'avoir des produits qui, effectivement, sont adaptés à des particuliers. Je disais tout à l'heure que Madame Rockefeller, Monsieur Crésus, ils peuvent avoir des comportements très... Parfois, ces gens-là, ils ont des proportions d'investissement en private equity. Alors, peut-être qu'ils n'ont effectivement pas besoin de leur épargne quotidiennement. Ils ont ils ont peut-être des horizons multigénérationnels. Mais vous pouvez avoir des gens qui ont jusqu'à 50% de private equity. Vous avez des fonds de pension aux États-Unis qui ont 25% de private equity. Encore une fois, ça paye très bien. Et ça paye très bien si vous n'avez pas besoin de votre épargne du jour au lendemain. Voilà. Mais clairement, aujourd'hui, pour les particuliers, ce qu'on peut leur dire, c'est oui, essayez de trouver des produits où il y a à la fois un petit peu de private equity, ça pétille dans le temps, et un petit peu de private debt. C'est un diesel, ça rapporte du rendement tout le temps. Donc, je cherchais ce genre de produit où il y a un petit peu des deux, et de commencer progressivement dans son allocation d'actifs, sur toute forme d'investissement. Il faut y aller progressivement, il faut voir si ça plaît, il faut voir si ça... Le temps de comprendre aussi les mécanismes. Le temps de comprendre, le temps de s'habituer. Mais aujourd'hui, oui, je crois que avoir 5-10% de son... Aujourd'hui, quelle proportion des Francs, quelle est la proportion de l'immobilier dans le patrimoine des Français? Il est énorme. Facilement un tiers. Voilà. Quelle est la proportion du financement des entreprises? Mais encore une fois, les 2/3 des salariés sont dans des entreprises non cotées. Donc, je veux dire, finançons aussi la société qui emploie notre voisine de palier, qui va employer nos enfants. Voilà. Donc, mettons notre épargne au service de l'entreprise, de l'économie européenne et de l'économie française en particulier. Bon, belle morale. On mettra bien sûr le nom et les références des différents produits qui ont été évoqués. Le thème de ce Bourse Live, et on va terminer là-dessus, c'était: y a-t-il un moment européen? Est-ce que après avoir beaucoup discuté, après avoir beaucoup retardé, après avoir beaucoup réglementé, et peut-être aussi parce que le monde l'y force un petit peu plus, vous constatez aussi peut-être
et j'entendrai votre réponse à chacun, qui a en ce moment un moment européen, y compris dans le sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Il y a un moment européen, parce qu'encore une fois, ça fait du bien quand ça s'arrête, mais il y a eu une certaine forme de naïveté. Oui. Il y a une certaine forme de naïveté, de surrèglement. Fatalisme aussi. De fatalisme. Ouais. D'abord, alors là, franchement, nous sommes la zone du monde. Et alors la France, champion du monde, hein, la France est quand même une zone du monde où quand on fait des statistiques, ça va jamais bien. Ça va jamais bien. Moi, j'ai commencé à travailler dans les années 80. Vous vous souvenez peut-être de Coluche qui disait c'est la crise. Bon, j'ai entendu ça toute ma vie, c'est la crise. Moyennant quoi, on est quand même une zone du monde où il y a quand même encore un niveau. Je parle de généralement. Je sais qu'il y a des situations difficiles pour certaines catégories de population, mais globalement, on reste une zone du monde où quand même on vit relativement bien. Je dis que c'est une zone du monde où il y a beaucoup d'épargne. Voilà. On veut dire une zone du monde où quand même les règles démocratiques sont parmi, et en ce moment il y a comme une démocratie très importante de l'autre côté de l'Atlantique dont le fonctionnement est un peu erratique. Ça vacille un petit peu. Ouais. Bon. Gardons cet élément, oui. Donc je dis qu'il y a un moment européen parce qu'il y a eu, d'abord, on a ça. Et le talent managérial, le talent entrepreneurial, nos ingénieurs. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes codeur français, que vous venez des écoles d'ingénieurs françaises, que vous savez coder. Vous êtes dans la Silicon Valley, mais vous êtes dans les meilleurs mondiaux. Il y a pas, nous avons ça. Il y a eu une certaine forme, un tout petit peu de naïveté européenne qui est de dire alors nous, on va faire plus blanc que blanc, on va être plus régulier que les autres, on va être les meilleurs en tout, et j'ai donné l'exemple de plus vertueux, etc. Et tout, j'ai donné l'exemple de l'acier où d'un certain temps, faut pas non plus mourir en bonne santé, c'est-à-dire que voilà, faut aussi lâcher un peu du lest, et je crois que l'Europe a quand même compris ça. Je crois qu'en ce moment, il y a un couple franco-allemand qui comprend infiniment mieux, qui a l'air de bien mieux fonctionner, en tout cas, beaucoup plus aligné. Ouais. Retrouvons ça. Mais n'oublions pas non plus que moi, j'avais entendu quand même plusieurs fois dire la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la cure d'austérité qu'il aurait imposée va les mettre par terre. Bah non, c'est des pays qui rebondissent vachement bien. Je n'ai rien compris au Brexit, je ne comprends pas que l'Angleterre ait dit je ne suis pas dans l'Europe. Moi, à titre personnel, je n'ai toujours pas compris ce qu'ils ont fait. Mais beaucoup de gens ont dit l'économie va être par terre. Bah non, ça survit. Beaucoup de gens ont dit ah bah oui, alors les Allemands, ils avaient fait des mauvais choix, la concentration sur l'industrie automobile, ils étaient trop proches des Russes, etc. et tout. Non, franchement, voilà. Gardons confiance dans une forme d'Europe qui est résiliente et qui effectivement quand même sort un peu d'une zone de naïveté. C'est bien de vouloir être les plus réglementés au monde, c'est surtout bien d'être les plus dynamiques. Voilà. Donc, et tant mieux si cette phase-là, elle s'arrête un peu. Même constat pour vous, Jean-Michel ? Même constat, mais à un niveau plus microéconomique. Oui. En fait, on a des PME qui sont sorties d'une année blanche en termes de chiffre d'affaires à cause du Covid, qui ont subi une inflation explosive en sortie de Covid et à cause de la guerre en Ukraine, le coût de l'énergie, dont les coûts de financement ont explosé suite à la hausse des taux d'intérêt. Et donc, on a des PME qui, malgré tout, ont traversé toutes ces tempêtes-là, dont les chefs d'entreprise ont dû serrer les coûts, se recentrer sur leurs fondamentaux. Et aujourd'hui, alors que l'environnement économique semble un petit peu se normaliser, enfin, si les choses ne dérapent pas trop en Iran, tu vois, ces PME-là, elles ont tout pour réussir. Et donc, effectivement, c'est peut-être un bon moment, un bon timing, même si le sens du timing est extrêmement difficile, effectivement, Christophe le rappelait, c'est peut-être quand même un bon timing pour se réexposer aux PME européennes. Bon, voilà, la résilience au niveau macroéconomique, la résilience au niveau microéconomique, et puis peut-être la sortie de la naïveté, c'est ce que nous disait Christophe Bavière, avis d'expert avec Jean-Michel Icre. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir présenté pour nous cette vision sur l'économie réelle et la façon très concrète dont on pouvait la soutenir. D'ailleurs, je le disais, on mettra la liste de tous ces produits avec la vidéo en replay. C'est la fin de cette webconférence, mais Bourse Live continue. Restez avec nous pour une prochaine webconférence d'ici quelques minutes.